Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais essayer ce soir de vous présenter les grandes options pour l'évolution du système énergétique mondial, les grands scénarios, un cadrage d'ensemble d'aujourd'hui jusqu'à 2050, en essayant de voir quels seront les futurs énergétiques si nous n'agissons pas en faveur du climat. Donc, quel sera le futur énergétique dans des scénarios dits du laisser-faire ou en anglais business as usual. Donc, quelles seraient les conséquences du développement spontané du système énergétique mondial? Et je contrasterai cette image par des images de scénarios se rapprochant de trajectoires énergétiques mondiales compatibles avec le respect de l'objectif de ne pas dépasser 2 degrés de changement climatique par rapport à la situation pré-industrielle. Et on verra que ça change beaucoup de choses. Et on essaiera d'analyser les principales différences entre ces scénarios et enfin ce à quoi ça peut conduire, y compris d'ailleurs assez proche de nos vies quotidiennes. Éventuellement, je terminerai sur une vision de ce que pourraient être des territoires bas carbone ou des territoires à faibles émissions ou à émissions zéro, parce que c'est effectivement ce qui va impacter, ça va impacter nos vies de tous les jours, dans le bâtiment, dans les transports, dans les activités industrielles. Voilà, alors tout d'abord, donc ça on est bien avant COP21, hein, comme il était indiqué. Et la grande question, alors cette image symbolise bien bon, avec d'autres symboles parisiens d'aujourd'hui, mais on n'en parlera pas ce soir, mais bon, il y a la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, cette image est tirée d'une plaquette qui a été faite par un des meilleurs think tanks américains sur ces sujets, Resources for the Future, et ça illustre bien le point. On part de points de vue qui sont assez différents et il s'agit de trouver les trajectoires du futur qui permettront de satisfaire les objectifs climatiques internationaux. Alors je vais commencer par un tableau que je ne commenterai pas dans l'ensemble, dans le détail, hein, mais il est important de l'avoir parce qu'il est tiré du dernier rapport du GIEC et il marque bien en quelque sorte les interfaces entre nos collègues du climat, Olivier Boucher en est, et ce que l'on peut faire en tant qu'économiste travaillant sur la prospective énergétique mondiale et l'analyse économique de la prospective. Et c'est un tableau qui montre quelle est la relation entre, en particulier, le niveau des émissions de gaz à effet de serre en 2050 et les chances que l'on a de satisfaire l'objectif du 2 degrés. Et en particulier, on va se concentrer sur ces deux chiffres ici, puisque ce sont les chiffres qui correspondent au scénario de 2 degrés. Et on voit ici que l'objectif serait d'obtenir une réduction des émissions de 40 à 70% en 2050 par rapport à 2010, de façon à être sur des trajectoires qui permettront probablement de satisfaire le 2 degrés. Je pourrais commenter au-delà, mais ce qui est important, c'est plutôt de voir cet objet comme un objet. Je ne vais pas parler d'objet transitionnel, c'est autre chose, mais un objet de transition entre les sciences du climat et l'économie. Alors du côté de l'économie, quelle est la nature du problème? Ça, c'est un graphique que j'ai emprunté à la Shell, qui a depuis très longtemps une grande expérience dans la manière de construire des scénarios énergétiques et de bien présenter les scénarios énergétiques. Et ce graphique montre bien la rupture, la fracture entre ce qui est probable si on ne fait rien, c'est la trajectoire que l'on voit ici en haut, et ce qui est souhaitable, mais qui nécessiterait la mise en œuvre de politiques probablement assez vigoureuses. On a bien ici l'image d'une fracture et de l'incertitude qui découle de cette fracture. Et cette phrase, je trouve, illustre bien la situation. Je l'ai entendue dans la bouche de Michel Rocard, mais je trouve qu'elle est très pertinente. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est souhaitable. Souhaitable devrait apparaître dans la même police que le reste, mais ça ne doit pas être minoré. Mais donc c'est ça, les politiques publiques ont pour objectif de rendre possible ce qui est souhaitable. Et on voit que ce n'est pas forcément évident. Et si on reporte sur ce graphique la fourchette de 40 à 70% de réduction, on voit bien qu'il s'agit bien en effet en 2050 de passer vers des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Alors là, je ne parle que des gaz à effet de serre liés au secteur énergétique. Hein. C'est environ 70% des émissions totales de gaz à effet de serre. C'est un gros morceau. Ce n'est pas la totalité, mais c'est un gros morceau.
Donc voilà la nature du problème. Donc nous, nous économistes et spécialistes des sciences sociales, ce qui nous intéresse, c'est comment transformer la trajectoire spontanée du système en une trajectoire maîtrisée et compatible avec les objectifs. Alors en effet, on utilise pour ça des modèles. Alors ça sert à quoi les modèles économiques? Je dirais que dans notre domaine, en tout cas, ça sert à comparer les futurs, hein. En économie, on n'a pas la possibilité, comme dans d'autres sciences, de faire des expériences, ou alors c'est des expériences grandeur nature, ce qui, dans le cas présent, est quand même assez dangereux. Et donc, les modèles nous servent à faire des expériences sur le futur, mais à l'aide effectivement de représentations simplifiées de la réalité. Et en effet, les travaux que j'aurais menés depuis d'assez longues années maintenant, en particulier dans des programmes cadres de recherche de la Commission européenne, qui a beaucoup aidé la recherche, beaucoup financé la recherche dans ce domaine, nous a permis de développer un modèle. Alors par exemple, à gauche, vous avez deux scénarios développés avec le modèle Paul, qui illustrent assez bien, je pense, la nature du problème. Et c'est peut-être le plus important de l'information que j'ai à vous présenter ici. En haut, dans les scénarios du laisser-faire, on voit qu'en gros, on multiplie par 2 la consommation mondiale d'énergie en 2050 par rapport à 2010. En rouge, vous avez le pétrole, en bleu, le gaz naturel, en marron, le charbon, en jaune clair, le nucléaire, en vert, la biomasse et en bleu, les énergies renouvelables. Des contraintes de comptabilité énergétique, des conventions de comptabilité énergétique font que dans cette représentation, mais c'est comme ça qu'on compte, les renouvelables sont assez sous-estimés par rapport au nucléaire, parce que dans le nucléaire, on compte la chaleur nucléaire et non pas l'électricité produite par le nucléaire, alors que pour les renouvelables hydrauliques, éoliens, solaires, on compte l'électricité produite par le nucléaire. Donc si on comptabilisait la chaleur qu'il faudrait produire autre part dans des centrales thermiques pour la même quantité d'électricité, on aurait une bande bleue qui serait en gros 3 fois plus importante. Bon, c'est juste une précaution pour bien indiquer les poids relatifs. Mais que nous dit ce graphique? Eh bien, le pétrole, je ne pense pas qu'on ait un pic pétrolier. Le modèle que l'on utilise ne nous donne pas un véritable pic pétrolier, c'est-à-dire quelque chose de très pointu. La production se met à stabiliser puis chute. On a plutôt un plateau pétrolier mondial compte tenu de la raréfaction très progressive, je dirais, des ressources de pétrole. On a également un plateau gazier à partir de 2040. On a une forte augmentation ici des énergies renouvelables, encore une fois multipliée par 3 mentalement si vous voulez, la biomasse, le nucléaire aussi. Mais ce qui est frappant dans ce scénario, c'est qu'en fait, le grand vainqueur, si l'on peut dire, c'est le charbon. Et de manière très paradoxale, dans les scénarios du laisser-faire, l'énergie du 21e siècle, ce serait aussi l'énergie du 19e siècle, le charbon. Et quand je montre ça à Olivier ou à d'autres climatologues, pour eux, c'est le scénario, j'hésite toujours à employer le terme catastrophe, mais c'est quand même un peu catastrophe pour le climat, c'est-à-dire qu'on a une multiplication, au lieu d'avoir une réduction par 2 des émissions de gaz à effet de serre en 2050, on a une multiplication par 2. Donc voilà ce qui nous menace si on ne fait rien. Si on mène des politiques énergie-climat volontaires et fortes, alors on peut espérer, et donc la conséquence évidemment ici, c'est des réchauffements de 4 à 5 degrés d'ici même la fin du siècle. Si on a une action forte, on peut espérer rester dans la fourchette du 2 degrés. Et quelle est la première caractéristique du scénario du bas? Vous pouvez le constater, c'est que déjà, d'abord, on consomme beaucoup moins d'énergie à l'échelle mondiale. En gros, c'est des scénarios avec déjà moins 20, moins 25% de consommation d'énergie, parce qu'on est plus efficace, parce qu'on essaye de déclencher des comportements de sobriété énergétique. La première action pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur énergétique, en tout cas, c'est l'efficacité et la sobriété énergétique. Ensuite, comme vous le voyez, on a un mix énergétique qui est beaucoup plus équilibré. C'est presque 6/6, et ce n'est pas des hypothèses qu'on rentre dans le modèle, c'est vraiment les résultats endogènes du modèle économique qui nous dit, dans ce cas-là, quand on met des contraintes d'émission, le système se transforme dans des scénarios efficaces économiquement. Et on a, comme vous le voyez, là, c'est assez équilibré, surtout si on augmentait encore la part des renouvelables du fait de ces conventions comptables. On a
moins de pétrole, un peu moins de gaz naturel et surtout, surtout beaucoup moins de charbon dans ces scénarios-là. Plus de nucléaire, plus de biomasse et plus de renouvelables. Voilà un peu, ce n'est qu'un scénario parmi d'autres, la réalité sera certainement différente de cela, hein, ça on le sait déjà, mais c'est un des scénarios. À vrai dire, alors d'abord, dernier élément tout de même à faire entrer ici, vous pourriez me dire, mais dans ce scénario-là, finalement, on consomme à peu près autant de fossiles en 2050 qu'en 2000, il y a un truc qui ne va pas puisqu'on n'est pas dans la réduction par deux, hein. Eh bien, il faut considérer que dans ces scénarios, on incorpore aussi des hypothèses supplémentaires. Il faut vraiment que j'aille ici, voilà. Des hypothèses supplémentaires qui tiennent à la capture et séquestration du CO2. Ça, c'est quoi? C'est les cas dans lesquels on continue à utiliser des fossiles, par exemple dans des centrales thermiques, mais au lieu de laisser le CO2 s'échapper dans l'atmosphère, on récupère ce CO2 et ensuite on le transporte, on essaye d'aller le stocker dans des cavités souterraines, soit des gisements d'anciens gisements de charbon, d'anciens gisements d'hydrocarbures, des aquifères salins qui ne sont pas utilisés par ailleurs. C'est l'idée selon laquelle on peut essayer de récupérer le CO2 et le stocker dans le sous-sol. Techniquement, la capture, c'est pas grand-chose, ça pose pas de problème. Je crois que des entreprises comme Alstom disent qu'elles maîtrisent ça parfaitement. Par contre, le stocker dans l'atmosphère en très grande quantité, parce que là il s'agit de très grande quantité, c'est là où on pourrait avoir des problèmes. Et là, je pense qu'on va rencontrer des questions que Olivier va aborder plus en détail par la suite. Donc voilà comment on peut, dans ce cas-là, d'ailleurs ma flèche est mal placée, effectivement, je sais pas, elle s'est déplacée dans le transfert. Elle démarrerait au niveau du charbon et elle permettrait en gros de réduire les émissions par un facteur 2. Bon, ces travaux, on l'a mené dans notre labo. Le modèle a été développé aussi avec le Joint Research Center de Séville de la Commission européenne, hein, depuis très longtemps maintenant. C'est un JRC, donc comme le JRC d'ISPRA ou de Pétain, il y en a un à Séville. Et à Séville, ils continuent les travaux. C'est d'ailleurs des gens de mon équipe qui sont souvent aux manettes. Et finalement, les travaux plus récents qui viennent de mener, par exemple, juste avant la COP21, pour le compte de la Commission européenne, une prospective mondiale, confirme globalement les résultats qu'on obtenait il y a 5 ans du point de vue de l'évolution du système énergétique. Donc voilà déjà, ça je dirais, c'est le cœur du message, hein. On a là les grandes transformations. Un, on consomme beaucoup moins d'énergie. Deux, on modifie considérablement le mix énergétique avec moins de pétrole, un peu moins de gaz naturel. Pourquoi un peu moins de gaz naturel et beaucoup moins de charbon? Bien tout simplement parce que vous savez peut-être que d'abord le gaz naturel par unité d'énergie produite, c'est moins de CO2 que le charbon, hein. Et ensuite, le gaz naturel, quand il produit de l'électricité, il est brûlé dans des turbines à gaz en cycle combiné, très efficace, 60% de rendement, alors que le charbon, pour l'instant, même dans des centrales charbon très performantes, on n'atteint que des rendements de 40%. Ce qui fait que 1 kWh ex-charbon, même dans une installation moderne, c'est 800 grammes de CO2 par kilowattheure, alors qu'un kilowattheure ex-gaz, c'est environ 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà pourquoi les États-Unis ont beaucoup réduit leurs émissions de gaz à effet de serre en particulier depuis 2005. Il faut bien le reconnaître, avec le développement des gaz de schiste, hein. Ils ont sorti le charbon de la production d'électricité avec le gaz de schiste. Alors Philippe Siès nous dirait certainement qu'il faudrait encore compter sérieusement les émissions fugitives de méthane, de CH4 dans la production des gaz de schiste et faire un bilan vraiment complet. C'est un problème important. Donc voilà, voilà pourquoi le gaz est le moins touché des énergies, la moins touchée des énergies fossiles. Et puis après, effectivement, toutes les énergies bas carbone. Alors, il n'y en a pas 36 hein, dans les énergies bas carbone. Il y a en effet, ou zéro carbone, je dirais. Il y a le nucléaire, il y a la biomasse, si on suppose que cette biomasse est reforestée. Et puis, il y a les énergies renouvelables flux, l'hydraulique, l'éolien et le solaire qui rentrent dans le bilan. Une description tout de même de la nature du problème et des transformations à déclencher au niveau des différents pays. Ça, c'est tiré d'une étude à laquelle mon équipe participe, une étude qui a été vraiment lancée en vue de la COP21 par Laurence Tubiana. Vous me faites signe quand il me reste 3 minutes, hein, ce qui est, j'en suis peut-être pas loin.
D'accord, ok. Bon, c'est simplement, je vais juste me concentrer sur ce point. Ce diagramme représente les émissions par tête des 15 plus grands émetteurs, des 16 plus grands émetteurs, les trois quarts des émissions de CO2 énergétique. Donc, les émissions par tête en fonction du PIB par tête. Et on voit une énorme dispersion, hein, avec les États-Unis qui sont en haut à droite, l'Inde qui est en bas à gauche, hein, une très grande dispersion. Et en fait, dans les scénarios de décarbonisation profonde, ce qu'on vise, c'est, je vais passer rapidement, voilà, ce qu'on vise, c'est qu'en 2050, tout le monde se retrouve finalement dans un tout petit espace beaucoup plus concentré, c'est-à-dire qu'il va falloir faire converger les niveaux d'émissions par tête autour de 1,5 à 2 tonnes de CO2 par habitant et par an. Et puis, il y aura probablement aussi une convergence des PIB par tête parce que la croissance va être moins forte dans les pays industrialisés que dans les pays émergents. Donc, le grand enjeu, c'est ça, c'est d'arriver à faire converger comme ça les niveaux d'émissions par tête. Les grands moyens, et je pense que oui, les grands moyens à mobiliser, ça c'est un savoir, enfin des connaissances communes qu'on a dans ce projet. C'est probablement une démarche en trois étapes qui a bien été représentée par Jim Williams, qui représente les États-Unis dans le projet des DPP, Deep Decarbonization Pathways, et qui est par ailleurs conseiller pour la transition énergétique de Jerry Brown, le gouverneur de Californie. Premièrement, l'efficacité énergétique. Deuxièmement, la décarbonisation du système électrique. Troisièmement, l'électrification de certains usages, en particulier les transports. On voit là apparaître le rôle des transports, des véhicules électriques, des transports électriques. Je note simplement qu'il est très important que cette séquence soit respectée, parce que si on fait l'électrification des transports alors qu'on a des centrales thermiques à charbon pour produire l'électricité, on va rien gagner en termes de bilan CO2. Hein. Donc la séquence est importante, efficacité, décarbonisation. Alors là, c'est concentré sur l'électricité, mais c'est tous les autres vecteurs. Mais l'électricité a un rôle important. C'est un peu un vecteur carrefour finalement dans les systèmes énergétiques. Et je vais passer ça, je n'ai pas le temps, mais par contre, je vais conclure sur la dimension. Là, on a été dans les dimensions globales. Je vais conclure sur la dimension locale du problème, parce que je pense que c'est très important. On dit souvent le développement durable, c'est penser globalement pour agir localement. Et dans l'étude de la transition énergétique, on a de plus en plus l'impression que la transition, c'est aussi penser localement pour agir globalement. C'est-à-dire que beaucoup des grandes options de la transition énergétique, ça va se jouer dans les territoires. Et le concept de territoire, alors territoire à énergie positive, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon concept, mais le concept d'autonomie, autonomie n'est pas autarcie, hein, vous avez bien ça en tête. Autonomie au sens, je dirais, grec du terme presque, c'est-à-dire la capacité à fixer soi-même sa propre politique, sa propre norme énergétique est sans doute un concept central. Et ça permettra sans doute de passer d'une vision très négative de ce que sont les villes compactes, les villes denses, hein, ça c'est le Cato Institute qui est un think tank plutôt républicain qui montre cette image des villes très denses aux États-Unis en disant voilà ce qui nous menace si l'administration Obama continue sa politique de densification urbaine. Ensuite, c'est une photo que j'ai prise à côté de chez moi, la caserne de Beaune, donc Grand Prix des écoquartiers 2009, donc tout à côté de chez moi. Et c'est un écoquartier intéressant parce qu'il a permis les premières réalisations à 50 kWh par mètre carré de logement, avec des résultats concrets qui sont un peu mitigés. En gros, c'est plus 5 à plus 70%, mais en même temps, ça a permis d'avancer quand même. C'est-à-dire que c'est un processus d'apprentissage. Ça a permis l'élaboration de la norme thermique RT 2012, hein, qui s'inspire du 50 kWh par mètre carré. Puis en bas, j'ai mis un petit véhicule électrique qui est implanté à Grenoble par Toyota. C'est des petits véhicules, c'est un peu comme de l'autolib, hein, mais en petits véhicules. Donc ça fait partie de ces transformations des espaces urbains qui permettent de mettre en œuvre des solutions bas carbone. Récemment, j'étais à Lyon où a été inauguré le quartier Icari, où là, on a 100 kWh par mètre carré par an, mais c'est tous usages énergétiques, c'est-à-dire y compris l'électricité consommée pour les ordinateurs, les systèmes d'information, etc. Et là, il y a l'idée de combiner logements, locaux commerciaux, services, etc. Là aussi, dans la rue, le soir, en me rendant vers mon hôtel, j'avais repéré, il y a aussi un projet de mobilité électrique avec un fournisseur d'électricité solaire, intéressant. Et puis l'avenir, c'est certainement au-delà encore, mais là, on est
encore largement au niveau du concept, c'est ce qu'on appelle les smart grids, que pourraient être des systèmes électriques locaux avec beaucoup de production locale d'énergie renouvelable, une gestion intelligente de la demande pour ajuster, parce que c'est un des gros problèmes, comment ajuster dans le temps l'offre et la demande d'électricité renouvelable quand on s'appuie sur le solaire et l'éolien, hein, puisque le solaire on l'a dans la journée, on n'en a pas la nuit, donc il faut bien gérer un peu l'adéquation de l'offre et de la demande, mais les technologies de l'information peuvent certainement aider à cela. Et il y a beaucoup de recherches et je pense qu'une des dimensions de la transition énergétique, outre la grande vision globale de la substitution des sources d'énergie les unes aux autres, ça va être aussi le développement de ce type d'expérience. Et je pense que j'en resterai là. J'espère qu'on pourra progresser rapidement dans ces domaines. Et je vous remercie de votre attention.